Bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV Canal Delta 7. Nous avons avec nous aujourd'hui Anne Montgermont. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes éthologue, vous travaillez chez Handi Réseau et vous accompagnez notamment des personnes autistes. Tout à fait, je suis spécialisée dans l'accompagnement. Donc le travail d'un éthologue est assez simple. Nous, on est des spécialistes du comportement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, notamment dans la vie professionnelle, que les personnes vont avoir des difficultés dans les réactions comportementales. La façon dont on va filtrer notre compréhension de notre contexte, la façon dont on va, ne serait-ce qu'avoir confiance ou pas confiance en nous, on ne va pas avoir le même comportement. Nous sommes des spécialistes du comportement entre guillemets attendu, c'est-à-dire celui que l'entreprise va accepter ou pas accepter. Et on est aussi des spécialistes de comment moi je vais répondre et quelle serait la meilleure réponse en fonction de mon intention. Parfois je veux par exemple plaire à mes interlocuteurs, je pense à des situations de recrutement, et je vais essayer de leur plaire, mais parfois, notamment quand on a un syndrome autistique, en fait on ne sait pas du tout. En fait on part avec une espèce de bible dans laquelle on ne comprend rien, et on a du mal à savoir qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, comment je me positionne, etc. Mon travail, c'est vraiment d'accompagner ces personnes pour trouver le bon comportement en fonction de ce qu'ils souhaitent dire pour que le message passe en fait au niveau de l'interlocuteur. Voilà. Très bien. Et du coup, pour adapter le comportement et voilà qu'ils aient ce comportement qui peut être attendu, on peut dire aujourd'hui que un salarié autiste, une personne autiste, est un salarié atypique, non pas ordinaire, et qui parfois peut avoir des difficultés pour rentrer justement dans le milieu professionnel. Pourquoi? Qu'est-ce qui finalement constitue un frein, un obstacle pour cette intégration? Alors, il y a pas mal de choses en fait, il y a pas mal de différences. Déjà, la première des notions pour moi, c'est vraiment de rappeler que on appelle syndrome autistique des choses très larges. En fait, c'est un spectre très très large. Donc, on va avoir des personnes qui vont être capables d'oraliser, capables de verbaliser les choses, et puis de l'autre côté, des gens qui vont avoir plus de difficultés. Il y a des points communs effectivement sur ces salariés atypiques, notamment, on va dire, le marasme émotionnel, une sensorialité spécifique, une compréhension particulière des contextes et des difficultés d'interprétation des comportements des autres. Ça, on va dire, c'est une base. Effectivement, ça peut présenter pour certains employeurs, ça peut faire un peu peur. On passe beaucoup de temps à leur expliquer que l'atypisme, la différence, n'est pas quelque chose qui est censé faire peur, parce que c'est pas parce qu'on pose une étiquette sur quelque chose que cette différence est beaucoup plus marquée. Simplement, nous, c'est des façons de les nommer, mais chaque salarié qui intègre une entreprise a ses spécificités. On va appeler autisme, mais moi je pense beaucoup les daltoniens, ceux qui ont des difficultés pour voir les couleurs. Voilà, eux aussi ils ont cette spécificité et ils vont avoir avec ça une façon de comprendre le contexte qui va être légèrement différente. Pour autant, on n'en fait pas tout un cas. L'idée, c'est vraiment de se dire, dans un contexte particulier, si on comprend bien les spécificités de chacun, en fait, on peut tout à fait travailler les uns avec les autres et utiliser chaque profil, chaque personne, en fonction de ses appétences, de ses goûts, de ses zones de confort. Ça fait beaucoup de choses. Non, mais c'est très très bien. Plusieurs éléments évoqués. Le marasme émotionnel. Quelle réalité ça revêt derrière chez les personnes autistes de manière générale, sans faire une... J'ai essayé de répondre à ça sans faire d'amalgame ou de trop grosses généralités. Et déjà, je m'excuse auprès des gens que je pourrais offenser. En fait, je vais vous donner des grands traits, des grandes lignes. En fait, le marasme émotionnel, c'est la difficulté à poser un mot sur un ressenti. C'est-à-dire que le ressenti, la personne autiste ne pourra le sentir que quand il sera très 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 fort. Avant ça, sur les niveaux plus faibles, c'est-à-dire que nous, on va pouvoir sentir, quand on n'a pas le syndrome autistique, un début de quelque chose qui ne nous convient pas. On va avoir une petite alerte que la personne autiste va avoir des difficultés à repérer. Et en fait, elle va réussir à repérer quand l'émotion sera très 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 forte. Par exemple, nous, on va mettre en place avant des stratégies de compensation. On ne se rend pas compte parce qu'on est prévu pour, donc en fait, c'est très naturel pour nous. C'est-à-dire que la stratégie de compensation simple, c'est je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je vais me reposer un peu, je vais lever le pied au niveau du travail, ou je vais me protéger un petit peu des autres parce que j'ai quand même conscience que l'interaction, la grosse interaction dans ma journée, ça me fatigue. La personne autiste, en fait, elle va se forcer à suivre son planning de journée.
par exemple, tout simplement parce que pour elle, c'est un cadrage. Donc, elle se dira, je vais faire comme ça, sans intérioriser le fait que cette émotion, en fait, il fallait l'écouter. Et donc, en fait, le moment où, en fait, elle va pouvoir l'écouter, ça va être tellement gros, tellement difficile, qu'elle n'arrivera plus à faire quelque chose, en fait, à s'en sortir. L'émotion devient très forte. On parle de marasme émotionnel, parce que la personne, en fait, s'engouffre dans une émotion au moment où elle est débordante. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on caractérise souvent les personnes autistes d'avoir beaucoup d'émotions. En fait, c'est pas tellement ça. C'est simplement qu'en fait, ils ont que des grosses émotions qu'ils vont ressentir. Mais si on leur apprend, et d'ailleurs c'est tout le principe de mon métier, en fait, à comprendre les petites lignes avant l'émotion, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Comment est-ce qu'on arrive à se centrer? Qu'est-ce qui me met à l'aise? Qu'est-ce qui me met pas à l'aise? En fait, on arrive à leur donner ces alertes-là et leur permettre, en fait, simplement de mettre en place des comportements qui permettent d'éviter les débordements. Ouais, très bien. Tout un travail du coup de compréhension finalement, d'écoute de soi qui se fait peut-être naturellement pour les neurotypiques et finalement qui doit être l'objet d'un apprentissage pour les personnes autistes. Alors, marasme émotionnel, après on a dit également compréhension des schémas finalement qui sont avec un biais différent. Quelle réalité ça revêt derrière? Il y a beaucoup de réalité derrière la compréhension générale d'un contexte. En fait, on pourrait dire qu'une personne avec un syndrome autistique peut avoir une vision extrêmement globale des choses et en même temps extrêmement détailliste. Donc en fait, c'est ce qui fait qu'on a des fois parfois du mal en fait à se mettre à la place de quelqu'un qui va avoir un syndrome autistique. On va dire, pour vous poser un cadre, je dirais que dans la compréhension d'une organisation, une personne avec un syndrome autistique aura plutôt une vision extrêmement globale. Aura beaucoup de difficultés à comprendre la question des périmètres dans un champ professionnel. Du mal à se dire, moi je dois faire ça, alors que la personne à côté va faire un truc qui est en lien avec moi, et moi je dois m'arrêter là. Ça, c'est quelque chose sur lequel leur façon de comprendre les choses va s'arrêter. Parce que la logique va vouloir qu'ils aillent sur l'action, sur le fait. Donc on va plutôt parler d'une intelligence globale, une façon de pouvoir percevoir les choses, on va dire les grands fonctionnements. Les grandes lignes de fonctionnement sont comprises beaucoup plus facilement par les personnes autistes et d'ailleurs je trouve que c'est un des apports majeurs en entreprise. Sur la compréhension détailliste, qui est aussi quelque chose dont on parle souvent, c'est-à-dire qu'une personne autiste, traditionnellement, je ne dis pas que tout le monde, mais globalement, va mettre beaucoup plus de temps à comprendre les rouages, les fonctionnements, notamment certaines notions, etc. Ils vont mettre plus de temps à comprendre. Par contre, elles vont être beaucoup plus expertes quand elles auront compris la notion. En fait, simplement, c'est une façon, j'ai toujours tendance à prendre l'exemple, c'est la même chose que de regarder une peinture. Une personne qui n'aura pas de syndrome autistique passera devant la peinture, regardera de façon globale, verra des couleurs, des formes, etc., sortira de là avec une impression. Une personne autiste va passer beaucoup de temps pour voir chaque crayon, chaque encre utilisée, chaque coup de peinture, de stylo, etc., et va pouvoir redessiner mentalement tout ce qui s'est passé dessus. C'est ça vraiment la compréhension de l'intelligence autistique pour moi, c'est vraiment de se dire que les détails en fait font un gros tout et une fois qu'ils ont compris le tout, dans tout ce qu'on va leur demander en fait ils vont être beaucoup plus malléables que nous. Ils ont une capacité aussi à pouvoir comprendre beaucoup plus facilement pourquoi il va y avoir une difficulté dans le fonctionnement. Vous voyez, ça va tout de suite être un point sur lequel ça va leur paraître hyper logique et d'ailleurs ils le disent tous, ça devient... C'est pas possible de fonctionner comme ça, vous perdez beaucoup de temps. Là où nous, on va plus le voir parce qu'on est habitué, nous, à ce fonctionnement-là. Eux, ils ont un raisonnement qui est beaucoup plus à la fois global et à la fois détailliste. C'est très complexe d'avoir les deux visions, mais effectivement, c'est ce qu'on peut relever chez les personnes. Après, ce qui fait également un peu peur aux entreprises, hein, dès qu'on leur parle de profil autistique, c'est les crises. Voilà, c'est souvent l'autiste avec cette figure emblématique. Qu'est-ce qui va se passer si il va se taper la tête contre le mur parce qu'il y a eu un événement imprévu ou quelque chose qui sort un peu du cadre. Et là, qu'est-ce qu'on peut... est-ce que c'est une réalité déjà? Est-ce que c'est pas finalement une figure que l'on a tendance un peu à grossir et que ça concerne qu'une minorité finalement des personnes autistes? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le prévenir? Alors, en fait, il y a plein de peurs sur plein de situations qui sont étiquetées comme des situations de handicap. Quand on parle schizophrénie, c'est pas pour faire une comparaison, mais c'est juste quand on parle schizophrénie à un employeur, de la même façon. Il nous renvoie, oulala, les crises. Il y a différents handicaps, en fait, effectivement, je trouve, qui ont mauvaise presse
alors que c'est pas vraiment justifié en fait. Sur le terrain, non, il n'y a pas de justification. Une personne autiste, à partir du moment où elle a le bon contexte, elle a une fiche de poste claire. Ça, je dirais que globalement, mais ça n'est pas que vrai pour l'autisme, c'est vrai dans l'absolu. Une fiche de poste claire, des missions définies, un cadre de travail défini. La question des crises, pour moi, est un enjeu excessivement mineur. C'est très très rare. En fait, la personne qui a des traits autistiques ou qui a un syndrome autistique, en fait, elle va avoir des difficultés dans l'interaction. Elle va avoir des difficultés à comprendre ce qu'on va attendre d'elle si c'est pas tout à fait clair. Elle va avoir du mal dans la sensorialité. S'il y a beaucoup trop de réunions, beaucoup trop de gens qui viennent lui parler, puis de l'autre côté, beaucoup de lumière forte, beaucoup de bruit, etc. Là, il va y avoir des difficultés. Ça, tout cela, ce sont des choses qui s'aménagent. On sait travailler aujourd'hui, tous les aménagements de poste, on travaille avec les médecins du travail. La question pour moi de l'intégration dans l'emploi, c'est pas une problématique, à mon sens, justifiée par un employeur. C'est-à-dire que oui, si demain vous voulez mettre quelqu'un qui a un syndrome autistique et qui doit gérer une centrale d'appel, je vous dirais a priori oui, je pense que là on est sur quelque chose qui ne marcherait pas. Mais sur certains types de postes, et la plupart du temps, c'est quand même assez rare qu'on soit toute la journée au téléphone ou toute la journée en interaction, surtout aujourd'hui avec le télétravail comme il a été mis en place et diffusé. Non, moi je pense qu'au contraire, c'est une vraie richesse pour l'entreprise de pouvoir avoir des personnes avec des syndromes qui nous permettent de comprendre comment notre fonctionnement parfois peut dysfonctionner. C'est très bien dit, c'est très bien dit. Et de ce fait, donc, on voit qu'il y a possiblement une attitude atypique ou des lectures atypiques, etc. Ce n'est pas un frein pour l'entreprise. On peut donc les intégrer et au contraire, il faut. C'est la richesse de la diversité. Et bien souvent, les entreprises recourent à ce qu'on appelle du coaching. Alors derrière le mot coaching, on peut dire beaucoup de choses. Il y en a qui font du coaching pour du développement personnel, il y a du coaching encore pour d'autres objectifs. Dans le cadre justement des personnes avec autisme, que revêt cette réalité? Qu'est-ce qu'on y met derrière? Combien de temps ça peut durer? Et quels sont les objectifs en fait que l'on recherche? Alors en fait, un accompagnement de personnes autistes en entreprise aujourd'hui va revêtir beaucoup de formes. Déjà, pour moi, il me semble normal de travailler sur la gestion émotionnelle. Comme je le disais, l'enjeu professionnel est quand même majeur dans nos vies à tous. On passe beaucoup de temps au travail. Il me semble que c'est très important de bien se comprendre dans l'emploi, de bien comprendre ce que l'on ressent dans son emploi et de se mettre dans les meilleures circonstances pour aller loin. Moi, je privilégie la solution durable, pérenne, en se disant je préfère qu'on prenne du temps au démarrage, qu'on cadre bien les choses, qu'on mette en place les bons aménagements et que la personne en fait soit elle-même connaisseuse de sa propre forme de situation de handicap. Une fois que la gestion émotionnelle et donc qu'on a les bonnes réactions par rapport à nos émotions en fait est mise en place, derrière ça, j'ai envie de dire là, c'est la partie où on s'adapte. Où nous, en tant qu'experts sur ce sujet-là, nous on s'adapte en fonction. Est-ce qu'il y a des difficultés ou pas de prise d'initiative? Il m'arrive sur le terrain souvent de trouver que c'est une vraie difficulté. Prendre des initiatives, s'insérer dans un fonctionnement qui ne nous semble pas naturel. C'est vrai que le principe autistique va faire qu'on va raisonner beaucoup de choses. Il y a un raisonnement très important. Sur ce raisonnement-là, parfois, et je le comprends, ils me disent mais j'ai du mal parce que dans ce fonctionnement, je ne comprends pas pourquoi. Je ne trouve pas ça normal, je ne trouve pas ça naturel. Et c'est vrai que de pouvoir travailler sur le fonctionnement pour pouvoir leur permettre une bonne intégration, voilà, je trouve que c'est aussi une grosse aide pour eux. Pour moi, ça participe à la prise d'initiative. Leur dire, vous pouvez aller jusque-là, essayez, tentez. Si jamais vous avez une idée, comment est-ce qu'on fait pour en parler? Vers qui je peux me retourner? Comment je dis? Parce qu'il y a une grosse partie de communication qui me paraît essentielle. Alors, autiste ou non autiste, je vais aller là-dessus en disant... Ce qui est intéressant pour moi, c'est de remettre en question le comportement. J'ai aimé devenir éthologue pour ça, en disant aujourd'hui, ça paraît induit qu'un comportement, en fait, c'est culturel, alors qu'en fait, c'est faux. Le comportement n'est pas culturel, le comportement, il s'apprend. Il s'apprend en fonction des réactions, en fonction de comment moi je me ressens. Et si je ne me ressens pas, je ne vais pas avoir le même comportement face à une situation. Je ne vais pas mettre en place la même réaction moi. Derrière ça, je vais donc avoir, les gens vont réagir d'une autre façon. Ce comportement-là, il se travaille. Il se travaille parce que on explique aux gens
regardez, prenez du recul. La façon dont vous allez dire les choses. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous dites que vous n'êtes pas à l'aise, vous permettez à l'autre de comprendre votre comportement. Et donc lui n'adapte plus sa réaction à vous. Simplement, il comprend le contexte dans lequel on est. Ça paraît bête, mais en fait, il y a tout un travail de comportement de base qu'il faut avoir. Et moi, j'éduque beaucoup aussi les équipes, les collectifs de travail à aller sur cette... On parle de métacommunication. Je communique sur ce que je vis, sur ce que je ressens, sur ce que j'ai l'air de comprendre et de percevoir de l'autre. Plutôt que de rentrer dans j'interprète l'autre, je me dis, bah tiens, puisqu'il réagit comme ci, comme ça veut dire que, eh ben, je vais lui demander. Je vais lui demander pourquoi j'ai l'impression le matin qu'il est plus tendu. Ou pourquoi d'un coup j'ai l'impression qu'il est très fatigué. Je vais aller voir l'autre et je vais lui demander. La plupart du temps, les transports en commun restent quand même des zones extrêmement douloureuses. Quand on a un syndrome autistique, la lumière, le bruit, les gens, etc., ça reste très problématique. Eh ben, parfois, juste se dire qu'on va aménager 10 minutes de sas pour que la personne en fait n'ait pas d'interaction pendant un temps, ça nous soulage une demi-journée de travail. Vous voyez ? Et l'idée donc c'est de se dire qu'il va y avoir tout un travail comportemental et je pense que c'est important de se dire c'est pour la personne, c'est pour le collectif aussi, mais ça fluidifie tout le monde. C'est pas que pour la personne qui a de l'autisme ou des traits autistiques. On a tous besoin à un moment de réfléchir notre comportement, de réfléchir nos réactions et nos compréhensions de contexte. Une grosse partie des problématiques en entreprise serait résolue si on apprenait à communiquer sans interpréter ce que l'autre veut ou ne veut pas nous dire. Vous voyez ? Et puis, la dernière phase en général du coaching, pour moi, c'est de l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est, tiens, j'ai eu telle situation nouvelle, on m'a envoyé un mail par exemple, je ne savais pas quoi dire, donc j'ai fait je ne sais pas quoi. Voyez? Le fait de pouvoir se poser là et se dire, ok, qu'est-ce que je fais de cette situation-là? Moi, mon travail, ça va être d'amener l'autre à trouver sa bonne réponse. Une fois qu'on a travaillé les comportements entre guillemets attendus, je précise juste qu'un comportement attendu, c'est pas un comportement entre guillemets bien ou pas bien. Attendu, ça sous-entend, dans ce genre de contexte, vu mon intention et vu ce que l'autre me demande, il y a des attendus, il y a des réponses attendues, il y a des choses qui paraissent juste un socle. Rien que ce socle permet des alternatives. Ça ne veut pas dire qu'on stéréotypie la réaction. Simplement, en fait, on va donner simplement une lecture du contexte, une lecture de ce que l'autre pourrait demander ou attendre dans ce genre de cas. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de se dire qu'une fois qu'on a trouvé comment travailler son comportement, la phase d'ancrage, c'est que la personne trouve en elle les bonnes réponses en fonction des différents contextes. Donc là, qu'elle puisse rappeler, tiens, on avait vu ça. On s'était dit la dernière fois que quand c'est mon manager, je dois le vouvoyer, par exemple. Exemple basique, mais qui paraît, voilà. Je dois le vouvoyer, c'est mon manager. Hop, là, c'est pas mon manager, mais c'est quelqu'un d'un certain âge. Je ne le connais pas, et donc, hop, je fais un lien. Vous voyez, cette phase-là, qui peut ne pas être forcément simple pour une personne avec autisme, en fait, mon travail, ça va être de l'amener à prendre confiance en elle dans ses réactions comportementales à l'issue. Et ça permet aussi la distanciation du lien et donc de pouvoir clôturer après l'accompagnement. D'accord, donc tout un programme, j'imagine des exercices aussi. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est on peut travailler sur des aspects qui sont pragmatiques, hein, des schémas de comportement, de réaction qu'on peut avoir dans certaines situations, mais quid des émotions? Finalement, les émotions, c'est quand même quelque chose qui me paraît plus difficile à gérer, qui nécessite peut-être un apprentissage. Et là, chez les personnes avec autisme, comment est-ce que cet apprentissage vous parvenez finalement à les amener sur ce chemin-là? Alors, déjà, je commence toujours par la biologie pure, par travailler sur comment le cerveau fonctionne, parce que je trouve que c'est important d'avoir quelque chose qui nous ramène à nous-mêmes. Et du coup, et puis on a des petits liens simples. Hein, par exemple, je leur fais souvent l'exercice en disant, si vous vous sentez angoissé, essayez de visualiser très concrètement, avec beaucoup de détails, le chemin qui vous mène à la boulangerie. De chez vous, vous fermez la porte et vous allez jusqu'à la boulangerie. Essayez de visualiser ça. Et vous verrez que vous n'êtes pas capable de vous angoisser en faisant ça. Ce sont deux liens qui sont complètement différents dans le cerveau, qui sont opposés. Et donc, en fait, on ne peut pas s'angoisser en étant dans la planification mentale. C'est des petites choses bêtes, mais ça permet de voir quoi? Ça permet de voir que nous avons des liens avec nos émotions qui sont spécifiques en fonction de ce qu'on se met dans la tête. Et du coup, moi, je travaille beaucoup sur les mots qu'on se raconte, le film intérieur de chacun. Qu'est-ce que je me dis quand? Et j'aime bien qu'on puisse se dire que c'est normal, on a tous des films intérieurs. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, ils nous agacent. Bon, je ne dis pas que c'est bien, je dis juste, c'est comme ça. Et bien moi, je préfère qu'on se dise, voilà, je ne sais pas pourquoi cette personne, elle m'a parlé, ça m'a saoulée. Mais ok, donc j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas agréable.
Ok. Mais je ne sais pas me dire ce que c'est. Sur l'instant, comme j'ai une situation d'autisme, je le lis à rien, je sais juste que ça m'a semblé désagréable, donc je vais avoir tendance à interpréter ce qu'elle fait comme étant plutôt négatif. C'est une tendance naturelle, c'est un biais cognitif classique. Et l'autisme n'empêche pas le biais cognitif. Du coup, en fait, une fois qu'on a ça, on va avoir quoi? On va avoir la plupart du temps une douleur dans le dos, dans les pieds, etc. On va avoir des douleurs parce que le corps va nous parler. Si vous n'entendez pas l'émotion, vous inquiétez pas, elle va passer par un autre biais pour être entendue. Et en fait, mon travail, ça va être d'aller sur, ok, si cette émotion-là, elle est passée, si le mot dans votre tête, en fait, vous arrivez à le capter, vous allez voir que vous allez faire des liens, vous allez apprendre ce lien. Et en fait, on apprend ce lien en faisant ça. Ce que je viens de vous expliquer, je me suis dit ça. Rien que le fait de me dire ça, c'est ça l'émotion. Derrière, ça va prendre le chemin classique, émotionnel, et puis ça va vivre dans le corps. Et ça, c'est de la biologie pure, parce qu'à la base, notre cerveau, il n'est pas très très différent de quand on était dans des cavernes, en fait. Il a très très peu évolué. Comme il a très peu évolué, il faut imaginer que notre organe de survie n'a jamais été prévu pour travailler 8 heures par jour, pour travailler avec de la lumière électrique, pour travailler dans l'interaction énorme. Non. En gros, on est très très bon pour aller chasser. On est très très bon pour se défendre, pour courir, etc. Et on est prévu pour. Nos émotions, elles sont vraiment en lien avec la survie. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes autistes peuvent avoir beaucoup de difficultés à dire les choses. Ils sont dans une espèce de panique à l'intérieur, mais à l'extérieur, il ne se passe pas grand-chose. Tout simplement, quand on n'entend pas une émotion, elle monte en gamme. Elle monte en gamme, elle monte en gamme, elle monte en gamme, mais le contexte, lui, ne change pas. Et hop, à un moment, elle devient quelque chose de débordant. Et ce truc débordant, en fait, il ne s'est rien passé de particulier à l'extérieur. Tout simplement, le corps a pris cher. C'est le corps. Tout s'est appuyé sur le corps. Oui. Du coup, pour répondre à la question le plus simplement possible, c'est comment est-ce qu'on travaille sur les émotions? On travaille sur ce qu'on se dit, sur notre réalité à tous. Le handicap avec le syndrome autistique, c'est vraiment une difficulté à comprendre comment on fonctionne, mais ça n'est pas une incapacité à le faire. C'est juste, c'est comme si on n'a pas le bouquin, alors que d'autres vont naturellement l'avoir. Ce qui est génial, je trouve, quand on n'a pas le bouquin, c'est qu'en fait, derrière, on va se poser des vraies questions et on est capable d'apprendre. Cette capacité d'apprentissage, moi je trouve que c'est la richesse humaine, vraiment. Et oui, et effectivement, nos capacités d'apprentissage, et certains peut-être le font, ou du moins s'adaptent, même si c'est contre nature en quelque sorte. Hein. Et là, je pense à l'autisme au féminin notamment, où on a l'impression qu'il n'y a pas de questionnement à avoir, les choses se passent naturellement, mais au final, à la maison, bon, c'est un peu plus compliqué. et donc, on peut se dire l'autisme au masculin, l'autisme au féminin, c'est un mot commun, autisme, mais deux réalités, encore une fois, très différentes. Pourquoi les diagnostics passent plus difficilement avec les femmes? Comment on peut l'expliquer? Aujourd'hui, alors, je vais pas que parler de moi, on va dire ce qu'on entend beaucoup par rapport à ça, parce que moi j'ai une perception des choses, mais pour le coup je m'inscris pas particulièrement en tant qu'expert sur le sujet. Effectivement, l'autisme au féminin est très différente, semble très différent de l'autisme au masculin, justement par rapport à cette capacité d'apprentissage. Quand on met une personne, et je vais vous dire, c'est la même chose que quand on met quelqu'un qui est en situation d'autisme dans une situation classique, où elle doit s'adapter en permanence, et quelqu'un, quand le syndrome n'est pas du tout pris en compte. Vous voyez ? L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on fait appel ou pas à la capacité d'apprentissage et d'adaptation? L'autisme au féminin, c'est de la super adaptation. Épuisante. L'autisme au féminin, on me dit souvent, oui, mais on ne s'en rend pas compte, c'est très faible. Non, c'est pas très faible. On ne s'en rend pas compte. C'est très différent. C'est beaucoup de fatigue. C'est beaucoup émotionnellement, c'est souvent des gens qui ont été extrêmement cassés émotionnellement. Hein. Y a un gros travail aussi d'acceptation, de compréhension fine de leur situation, parce qu'en fait, alors, globalement, culturellement, on va le dire comme ça, les femmes, en fait, traditionnellement, doivent parler. Et elles sont toujours éduquées dans les mots, dans le fait d'avoir des émotions et de verbaliser les choses. Donc le marasme émotionnel existe tout autant chez la femme que chez l'homme. Simplement, en fait, on va les amener à parler. On va les amener à faire quoi? À se construire un personnage. Elles vont le faire. Pour une raison simple, c'est que ça paraît le code. Le code masculin semble dans l'autre sens. Les hommes qui ne parlent pas, les taiseux, c'est pas très grave. Ça existe. Et on accepte très facilement qu'un homme ne parle pas. On l'accepte beaucoup moins d'une fille, culturellement parlant, à l'école, hein, dans des lieux culturels. Donc, l'autisme au féminin, c'est beaucoup d'adaptation
et souvent une énorme solitude émotionnelle. Je ne dis pas par là que dans l'autisme masculin, il n'y a pas ça. Je dis juste qu'on va peut-être travailler aussi les capacités d'adaptation d'un homme et on va aller plus sur ce qu'on entend culturellement par les qualités humaines de l'homme. On va plutôt aller sur la force, sur le fait qu'il, même s'il ne parle pas trop, qu'il soit bon en maths, ça c'est hyper valorisé. Pour la femme, c'est moins valorisé, même si elle est tout aussi douée en maths. C'est moins valorisé par la société, enfin par la culture en fait dans laquelle on s'établit. Mais effectivement, du coup, ça fait partie pour moi des grands drames, hein, des situations autistiques. C'est que les femmes sont beaucoup moins facilement détectées, mais même par les tests, hein, c'est beaucoup plus difficile parce que les femmes ont des comportements réactionnels, d'adaptation, même si ça n'a aucun sens pour elles, pourquoi elles font. Elles savent que c'est attendu comme ça. Et ça, cette finesse-là, c'est vraiment particulier pour moi de l'autisme féminin. D'accord. Et donc pour toi, est-ce qu'elles sont d'accord ou même amenées de faire un coaching pour justement réduire l'anxiété, les problématiques émotionnelles, sensorielles, etc. Ou tellement suradaptées, finalement, elles n'en ressentent pas le besoin et donc elles y vont moins spontanément? Alors, se faire accompagner, j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, culturellement, on entend coaching et en même temps, derrière, il y a tellement de choses derrière que je pense que c'est rare que naturellement, on vienne vers un accompagnement. Moi, j'ai tendance en tout cas à n'avoir des gens qu'au bout de quelque chose. Ils sont très fatigués et puis quand l'entreprise leur propose, on a déjà de telles difficultés on est très rarement précurseur, on est très rarement au début des situations, on arrive plutôt après. Et c'est très agréable d'ailleurs quand on peut arriver au début, parce que ça évite en fait d'arriver sur de la souffrance à réparer avant de pouvoir mettre en place quelque chose. Donc c'est vrai qu'il y a ça, et puis il y a aussi cette notion de qu'on peut tous avoir à un moment dans notre vie de « je vais m'en sortir ». Et je pense que l'autisme n'est pas différent de plein d'autres problématiques, comme la dépression, comme plein de sujets. En fait, on n'a pas tendance à accepter l'aide, parce qu'on nous a culturellement appris que l'aide, c'était pas bien. Et qu'on peut s'en sortir, et que justement, c'est comme ça qu'on voit qu'on est fort, et que c'est comme ça, et que ce soit valorisé. Je vais pas me plaindre, faut pas se plaindre, faut faire des choses. Vous voyez, c'est ça. En fait, pour moi, c'est plus ça qui fait qu'on a du mal à aller vers un accompagnement, alors que c'est naturel de se dire qu'on ne peut pas tout savoir. Et moi, j'aime bien le fait de dire, mais c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des accès à la connaissance et au savoir, on a de plus en plus d'accès à la communication. Enfin voilà, aujourd'hui, on peut avoir accès à tout, et pour autant, on lit beaucoup moins. Et la demande d'accompagnement, du coup, elle va émaner davantage de l'entreprise qui va constater des problématiques sur le terrain, ou de la personne elle-même qui va se dire à un moment donné, bon là j'ai peut-être besoin d'aide et donc je vais proposer à l'entreprise un accompagnement. Quelle est l'option qui est en général privilégiée? Je vais vous dire que 98% du temps, ça émane de l'entreprise. Ça émane de l'entreprise à laquelle on a un jour expliqué en disant voilà l'intérêt d'accompagner, de proposer des accompagnements à vos collaborateurs. Les enjeux pour nous, ce qu'on peut mettre en place, et la plupart du temps ils commencent un peu de façon frileuse en disant bon allez, 1 ou 2 personnes, presque au début on a un peu peur de faire rentrer un prestataire dans l'entreprise, et l'objectif c'est toujours, nous on doit gagner à chaque minute et à chaque instant, on doit gagner nos galons, on doit leur expliquer l'intérêt de faire tout ça, l'intérêt de faire confiance et de miser sur nous, parce que nous on a des objectifs très clairs. Quand on travaille sur le comportement, on sait où on doit aller, où on ne peut pas aller. Notre vision, elle est bordée. La plupart du temps, pour nous, quand on a gagné, c'est quand ce sont les médecins du travail qui font appel à nous, en disant, là, on a un salarié qu'on a repéré en difficulté. On sait que l'entreprise a des limites. On a besoin de quelqu'un qui va faire un lien entre comment elle fonctionne et comment l'entreprise lui demande de fonctionner, comment on peut faire. À partir du moment où c'est les médecins, pour nous, on a gagné quelque chose. Ils ont compris. Ils ont compris que toute situation de handicap, si elle n'est pas bien comprise, bien accompagnée, mais avec une vision extrêmement globale des choses, en fait, on pourrait perdre des collaborateurs. Et je le vois sur le turnover, notamment dans l'autisme, il y a un turnover énorme. Parce qu'il y a des replis autistiques qu'on ne comprend pas. Parce qu'il y a des situations qu'on laisse, entre guillemets, se dégrader parce que la personne ne va pas forcément appeler au secours. Et je pense qu'on a une tendance à se dire que la personne dans l'emploi va appeler au secours. Mais non. Non, voyez tous comment vous fonctionnez. Quand vous n'allez pas bien, vous allez le cacher. Vous allez prendre sur vous, prendre sur vous, prendre sur vous. Mais vous n'allez pas appeler au secours en disant « s'il vous plaît ». Et la plupart ne savent même pas qu'il y a des solutions possibles.
Et alors, quand l'entreprise vient le proposer aux salariés, est-ce que là, c'est bien accueilli en général ou ils ont tendance à être un petit peu réfractaires ou du moins interroger le pourquoi et l'objectif de l'accompagnement? Alors, après, moi, j'ai une nature très transparente et puis toutes les personnes que je forme à mon métier, je dis à tout le monde, le sujet, c'est simple. Dites clairement qui vous êtes et ce que vous venez faire. Voilà, soyons très clairs, pourquoi on est là, pourquoi on échange ensemble. Vous avez toujours le droit d'accepter ou de refuser. Déjà, je le dis systématiquement, il faut être à l'aise. Il faut se sentir à l'aise avec nous, c'est-à-dire que si on est dans la méfiance et qu'est-ce qu'il va dire et qu'est-ce qui va sortir de là, etc., ça ne peut pas marcher. Le principe de base, c'est d'avoir confiance et de se rendre compte tout de suite de l'intérêt d'avoir des clés comportementales, d'avoir des clés émotionnelles. C'est-à-dire qu'on doit sortir d'une première séance avec un éthologue en se disant bah, « j'y aurais jamais pensé ». Et pour moi, si on a compris ça, si on est ressorti d'une séance avec moi en disant « j'y avais jamais pensé » ou « j'avais jamais vu ça comme ça », moi j'ai gagné. J'ai gagné, c'est beaucoup plus simple après. Puis du coup, en fait, pour nous, je vais vous dire, la méthodologie, elle est simple. On sait très bien nos étapes. On a 10 étapes, on les suit. En fait, on déroule un chemin en disant, on vous apprend, en fait, on vous apprend à apprendre. On vous apprend à vous mettre sur le chemin de vous-même en vous disant, regardez par là, regardez par là. Une fois qu'on a appris, la personne, elle déroule sa ficelle tout seule. Puis, au bout de tout ça, il y a quoi? Elle se sent apaisée, elle sait communiquer, elle sait s'ouvrir et des fois se refermer, se mettre dans une situation de protection quand c'est important. Et surtout, elle sait qu'elle peut elle-même trouver ses solutions. Et pour moi, une fois qu'on a ça, on a fait notre job. Voilà, on s'est vu à peu près 5-10 fois. Et derrière ça, il n'y a plus besoin. Et quand il y a des besoins complémentaires qui vont venir, c'est parce qu'il y a d'autres sujets qui viennent se greffer. Mais sinon, en 5 ou 10 fois, c'est suffisant. Ça suffit bien. Et là, une fois que donc, du coup, le coaching est arrivé à son terme, eh bien, on peut estimer que la personne autiste va pouvoir fonctionner, on va dire, sous un jour meilleur, au plus favorable dans les principes que sont les règles de l'entreprise et tout ce qui s'ensuit en termes d'interaction sociale. Et là, j'imagine qu'il y aura beaucoup moins de problématiques qu'on va rencontrer, que la personne va pouvoir apporter aussi toutes ces finalement spécificités positives liées à l'autisme, qui sont nombreuses et peut-être en faire bénéficier du coup à l'ensemble. Tout à fait. Déjà, la première des choses qu'on remarque, moi je trouve, sur le terrain, c'est que à partir du moment où on a travaillé le comportement de la personne et des équipes, il y a une fluidification du fonctionnement. C'est des choses bêtes parfois, c'est se dire, mais vous faites des réunions, est-ce que vous envoyez avant la réunion l'ordre du jour? On ne le fait plus aujourd'hui. Si vous regardez, on dit, il faut se réunir pour parler d'un truc, et en fait on ne se dit plus quoi, comment, qui va parler, qu'est-ce qui va se passer. En faisant ça, on perd un peu les personnes qui ont un syndrome autistique, parce que eux, ils s'en font tout un monde. Ils attendent plein de sujets, ils sont dans l'attente. Quand on est dans l'attente, quelque part, on ne peut que être déçu. Et donc, ils sont un peu déçus, et puis ils ne s'y retrouvent pas, etc. Des choses toutes bêtes, mais un des conseils que je leur donne, c'est envoyer avant la réunion l'ordre du jour. Ça va aussi structurer tous les collaborateurs. Parce que c'est des choses, nous, on ne va pas y penser. Mais en fait, ça nous fait du bien de savoir où est-ce qu'on va. On aime bien aussi avoir un cadrage. Et puis, il va y avoir ce principe dont je parlais de métacommuniquer. C'est un exercice, moi, que j'invite beaucoup les gens à faire, et je vous invite aussi à le faire. Parlez de ce que vous ressentez vraiment. Ça ne veut pas dire rentrer dans le débordement de toute sa vie, etc. Simplement, quand on est stressé, d'apprendre à dire, en ce moment-là, je me sens stressé. C'est des choses, aujourd'hui, on a la sensation qu'on n'a pas le droit de le faire. Et en fait, je ne vois pas pourquoi. Au contraire, faites-le, dites-le, je suis un peu désarmée, je ne sais pas comment réagir devant toi, je ne comprends pas bien aujourd'hui où est-ce que tu veux aller, etc. Apprenons à dire les choses qu'on ressent, qui nous font prendre des comportements affectés. On va tous sentir que le comportement n'est pas tout à fait normal, donc on va se dire, il y a donc un loup. Nous avons le biais interprétatif qui va rentrer en ligne de compte, et en fonction de comment on est, de comment on se sent, et surtout de ce qu'on ressent par rapport à l'autre, on va commencer à interpréter les choses. Et ça va créer des distorsions de réalité, l'impression que plus personne se comprend et se parle. Moi, j'aurais tendance vraiment à aller maintenant, sur ce genre de sujet, métacommuniquer. Et vous allez voir que dans les équipes qui jouent le jeu, ça crée une fluidification des choses. En fait, on ne rentre pas en thérapie, c'est pas ça. C'est juste, ça fluidifie, parce que quand il y a un problème, en fait, on apprend à se le dire. Mais pas en se disant, c'est de la faute de, en se disant, je ressens ça. Et ça change, pour moi, tout. Voilà. Donc finalement, on a tout intérêt à intégrer des personnes autistes.
ça permet d'assainir un petit peu parfois les méthodes et les organisations. Déjà parce que je trouve que leur intelligence, je trouve que c'est des mots un peu forts peut-être, mais je trouve que ce qui est important de se dire, c'est qu'on a tous nos capacités, on a tous des choses à apporter. On s'apporte les uns aux autres tout le temps en permanence avec notre façon de voir les choses, avec notre réalité. Voilà. Et ce que je trouve hyper fort dans l'autisme, notamment, c'est cette capacité de remise en question qui est très saine. C'est pas une remise en question parce que vous avez telle posture et que de fait, cette posture est un problème. Non, c'est une remise en question par rapport aux faits. Par rapport au fait de faire ça ou d'être organisé de telle et telle façon. Et ça, moi je trouve que c'est très très important de se dire que ça fait partie des gens aujourd'hui qui ont une remise en question saine des choses. Et je suis toujours épatée d'ailleurs de leur vision très globale, là où nous, des fois, on peut être un peu fermé sur notre petit précaré, peut-être. Moi, là-dessus, je suis un peu... Voilà. Ça va nous apporter, en fait, une bouffée d'oxygène. Par contre, il faut être ouvert à l'acceptation que ça peut être une autre forme d'intelligence. Voilà, mais ça... Et ce qui m'amène du coup à la dernière question qui est le recrutement. Le recrutement, alors si on est fermé dans des process qui sont habituels avec la lettre de motivation, le CV, etc., finalement on peut être amené à se priver de ses talents, de ses compétences atypiques, sans forcément parler de génie, mais voilà, il y a des compétences, des spécificités liées à l'autisme qui sont intéressantes et qui peuvent enrichir l'entreprise. Et finalement, quels conseils pourriez-vous donner pour justement l'entreprise qui a une personne autiste en entretien et qui doit finalement accepter que la poignée de main soit pas trop serrée, que le regard soit pas dans les yeux, que le parcours sur le CV soit un petit peu chaotique, pas mal de choses qu'il faut intégrer en tant que recruteur. Et quels conseils on pourrait donner finalement pour que derrière l'expérience puisse quand même fonctionner? Alors, il y a beaucoup de conseils. Pour faire simple, je dirais pour moi, les processus de recrutement qui demandent CV, lettre de motivation systématiquement, j'aurais tendance déjà à dire que vous perdez un grand nombre de potentiels. Moi, j'aurais tendance à me dire, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un échange direct. Dans l'échange direct, la personne autiste peut avoir des réponses fermées. Oui, non. Avoir des difficultés à se projeter ou parfois à répondre de façon, je vais vous dire, commerciale de soi-même. C'est parfois difficile, quand on a un syndrome autistique, d'être vendeur de soi-même et de savoir vous donner ce que vous attendez. C'est-à-dire que c'est un jeu théâtral, un recrutement. Vous vous positionnez en tant que recruteur avec un rôle et vous attendez que la personne face à vous l'ait. C'est impossible dans l'autisme. Donc les gens sont très naturels, vont vous dire s'ils ne savent pas faire, s'ils savent un peu faire, s'ils savent... Il faudra apprendre. Voilà. Ils vont vous donner en fait la mesure, la gamme de là où ils en sont. Et ça peut faire peur à un recruteur qui va dire par rapport à quelqu'un qui va me dire qu'il s'en sort très très bien, forcément il a moins la compétence. Non, il est peut-être plus honnête sur l'instant. C'est peut-être ça la petite différence. Après, pour les voir fonctionner, moi je me dis j'aime bien ces mises en situation aujourd'hui qui sont possibles, faire des tests, des choses peut-être simples aujourd'hui, mais les mettre en situation et en contexte de comment est-ce qu'ils vont faire. Ça permet aussi à beaucoup de jeunes autistes de passer notamment des diplômes de comptabilité, des choses bêtes qui ont été mises en place, mais si on les interroge sur est-ce qu'ils savent faire, ils vont vous dire que non, ils ne savent pas faire. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils savent faire à 95%. Ils ont 5% de trucs, ils ne sont pas sûrs. Et ils sauront vous les expliciter si vous les interrogez. Mais si vous entendez juste le non, et si vous vous arrêtez au non, vous aurez la sensation que c'est quelqu'un qui ne savait pas. Alors qu'en faisant, ils vont vous montrer qu'ils savent faire. Ils savent très bien faire. Mais il y a vraiment cette impression, c'est ce que je vous disais avec le tableau, de ne pas comprendre 100% des choses. Et si on ne comprend pas 100% des choses, à une question de « est-ce que vous savez ?», ils vous diront « non, je ne sais pas ». Voilà. Et du coup, dans le recrutement, je pense que quand on intègre ça, qu'on intègre que c'est à nous de leur amener de la nuance et de leur positionner simplement « faites, montrez-moi ce que vous savez faire, montrez-moi ce que… le poste, enfin voilà, après je pense qu'il faut voir en fonction aussi des spécificités des postes. Si on les met dans des situations de PMSMP, j'aime bien la mise en situation professionnelle. Je pense que c'est vraiment, pour moi c'est la meilleure voie aujourd'hui de recrutement, pour comprendre un talent, pour comprendre aussi l'appréhension de l'équipe. Et j'aurais tendance à dire que dans un bon recrutement, la personne elle doit se sentir acceptée telle qu'elle est. Autiste ou pas autiste. J'aurais tendance à dire que la question du jeu de rôle aujourd'hui me semble déconnante. On attend de la véracité de la part d'un candidat et on le met dans une situation de mentir. Du coup, on a souvent, pour moi, on a souvent des bons menteurs.
qu'ils se sortent bien de ce genre de situation. Mais l'autiste, a priori, ne saura pas trop le faire. Eh ben, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette vision déjà aussi de l'autisme, de son lien avec l'emploi, de voir finalement comment est-ce que on peut les intégrer avec un coaching adapté, et puis de voir que finalement les choses peuvent très bien se dérouler, profiter au plus grand nombre. Merci à vous.